Reportage, analyse, débat, commentaires. Au 7info, nous passons l'information au peigne fin ce soir. Nous allons revenir, bien entendu, sur les relations franco-burkinabées. Cette montée de fièvre entre les deux pays, jusqu'où pourrait aller l'escalade verbale. On posera la question à Lionel Bilgo, directeur Afrique de Téménéis Média. On analysera également cette passe d'armes entre l'opposition politique et la majorité présidentielle, chaque camp accusant l'autre de connaître et même d'être complice des terroristes. Et puis, on parlera de littérature, notamment de ce livre, Héros méconnus. Il sera présenté par lui, Emmanuel Ouedraogo, ancien fonctionnaire des Nations Unies. Et puis, on parlera du quota des femmes dans la vie politique. Les femmes qui mettent la pression sur le gouvernement et l'Assemblée nationale. Pour en parler, nous recevrons Martine Yabré, porte-parole du cadre de concertation des organisations intervenant sur le genre et la participation politique des femmes. Tout cela en 1 heure. On sera donc rapide, précis et puis pointu comme on en a l'habitude au 7info. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, le journal du dimanche. Direction le Premier ministère où Christophe Dabiré a reçu cet après-midi ces travailleurs de l'entreprise Huawei. Ils sont au nombre de 4 qui travaillent sur le projet Paquebot. Ils avaient été enlevés en milieu de semaine. Eh bien, ils ont été libérés. Ils ont rencontré le chef du gouvernement. Était également présent à cette audience le ministre de la Sécurité et celui de la Justice. On écoute d'abord Ousseini Compaoré sur les conditions de leur libération. Comme vous pouvez imaginer, nous ne pouvons pas dire exactement comment les recherches se sont passées. Écoutez, comme toute recherche, voilà, c'est une enquête qui est opérée avec une présence massive des forces de sécurité, des forces de défense et de sécurité dans la zone. Et on a posé des questions, on a obtenu des réponses et ainsi de suite. Voilà. Je ne pourrais pas vous dire exactement quel dispositif on a déployé pour des raisons que vous connaissez. C'est dans la localité de Sidéradougou. Est-ce qu'il n'y a pas eu de paiement de rançon? Ah non, je peux vous assurer qu'il n'y a eu aucun paiement de rançon. Pour payer des rançons, il faut rencontrer des gens et puis en discuter. Nous avons fait notre travail. Et maintenant, je vous propose d'écouter le ministre de la Justice qui revient sur le volet judiciaire de cet enlèvement. Le gouvernement ne peut pas, en l'état actuel, donner d'informations sur les conditions de leur enlèvement. Ce qui était l'obligation du gouvernement, c'était de les retrouver. C'est à la justice de mener l'enquête parce qu'il faut auditionner les gens. C'est eux qui savent les conditions dans lesquelles ils ont été enlevés. Et donc, en l'état actuel, il n'est pas possible de donner des informations parce que vous voyez, ils sont encore dans une situation où il faut quand même les permettre de récupérer. Il faut les écouter, les entendre. Et donc ce que mon collègue a dit, c'est qu'il faut s'en tenir au fait qu'ils ont été retrouvés sains et saufs, ils ont été libérés. Tout à l'heure, la justice va prendre le relais et c'est à l'issue donc des auditions qu'on saura les conditions réelles de leur enlèvement et qui pourraient être éventuellement ceux qui les ont enlevés. Pour le moment, en tout cas jusqu'à ce que peut-être l'enquête dise autre chose, ce sont 4 personnes effectivement, dont 3 Burkinabés et un Chinois, qui vont être remis à la disposition de la justice pour être entendus et voir les conditions. Dans tous les cas, une enquête est ouverte et le pôle antiterroriste va certainement prendre le relais. On ne dit pas qu'il s'agit d'un enlèvement dû à des terroristes, mais les conditions nous paraissent nous amener à envoyer le dossier au pôle antiterroriste qui va rapidement prendre le relais et vous serez situé certainement sous peu sur les conditions de l'enlèvement et puis peut-être les conditions qu'ils ont dû vivre, mais en tout cas ils sont en très bonne forme. Voilà pour ce qui est de cette audience que le Premier ministre a accordée à ces 4 travailleurs de Huawei qui avaient été enlevés et qui ont été retrouvés. Pour en parler sur ce plateau, Lionel Bilgo, il est le directeur Afrique de Téménéis Média. Lionel Bilgo, bonsoir. Bonsoir. Déjà une première impression sur ces 4 travailleurs qui ont été retrouvés, ce n'est pas habituel? Enlever même d'ailleurs, ce n'est pas tout à fait habituel au Burkina. Tout à fait. Et retrouver également, ce n'est pas tout à fait habituel, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut féliciter le travail qui a été fait. Il faut encourager ce résultat qui est positif, qui met du baume au cœur et qui montre un peu que nos forces de défense et de sécurité connaissent également le territoire. Ils savent faire des enquêtes, pousser jusqu'au bout et retrouver
des personnes enlevées. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que c'est un enlèvement du fait du terrorisme ou est-ce que c'est un enlèvement du fait du grand banditisme? Voilà, c'est là que le ministre de la Justice a dit que les enquêtes vont se poursuivre et nous on attend de savoir justement si la zone est infectée de terrorisme ou si c'est un grand banditisme qui se développe sur cette partie du Burkina Faso là. Alors vous parlez tantôt du résultat, on se rend compte depuis quelques semaines quand même, depuis l'attaque de Boungou, qu'il y a une succession de résultats de nos forces de défense et de sécurité. Il y a eu récemment l'attaque repoussée de la gendarmerie de Arbinda où il y a eu près de 18 terroristes qui ont été neutralisés. On vient de voir aussi avec cette travailleurs qui avaient été enlevés, qui ont été retrouvés. On sent une nouvelle dynamique, une dynamique positive dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Tant mieux, et on va se réjouir pour ça. Et d'ailleurs, c'est à féliciter encore. Donc le but d'un pays, c'est de se défendre corps et âme, pour garder l'intégrité de son territoire, mais également pour assurer la sécurité de ses populations, ce que fait en ce moment les forces de défense et de sécurité. Et donc, vu les résultats, c'est en croire que les boys ont décidé vraiment d'aller au front, d'aller à la défensive, que de subir et de faire que des contre-attaques. Donc là, on est vraiment satisfait et on ne peut que espérer que ça perdure, mais il faut également que nous collaborons, nous, population du Burkina Faso. C'est une guerre qui engage tout le Burkina Faso, tous les Burkinabés, où qu'ils soient, pour que nous puissions éradiquer ce phénomène-là et retrouver la paix d'antan. Vous êtes en train de dire que les forces de défense et de sécurité ne sont plus dans la réaction, mais dans l'action maintenant. Oui, on n'est pas tout à fait que dans la défensive. Vous savez, c'est comme au football. Soit on ferme les camps et on est dans la défensive, on subit les attaques, ou soit on va pousser l'attaque et faire aussi créer une espèce de défensive dans l'autre camp. Donc là, aujourd'hui, je pense que la raclée, si on peut l'appeler ainsi, qui a été collée aux djihadistes cette dernière semaine, montre clairement qu'il y a d'abord une maîtrise du territoire, il y a peut-être un meilleur maillage, mais aussi peut-être une meilleure coordination dans le commandement. Il faut espérer et prier que ce ne soit pas des résultats sporadiques, mais que ce soit des résultats du fait d'une stratégie mise en place. Parce qu'on a vu également par le passé des attaques ou des montées en puissance où on a eu quand même des résultats. Et puis après, tout à coup, c'est comme si les terroristes s'endormaient et se sont réveillés. On a reçu quand même des revers. Donc c'est une guerre continuelle, et là où il faut féliciter et encourager nos forces de l'ordre à rester toujours vigilants et percutants. On a l'impression, à la vue de tous ces résultats, que Boungou a eu quand même un effet peut-être sur la manière de travailler du gouvernement et des forces de défense et de sécurité. On a l'impression que cette attaque-là a eu une véritable onde de choc sur le gouvernement. Oui, d'autant plus que Boungou est un acte assez effroyable, mais qu'il ne faut pas différencier des autres actes subis ici et là au Burkina Faso. Moi, je qualifie Boungou comme étant l'acte le plus proche de nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Les cars étaient en direction de Ouagadougou. Ceux qui ont été attaqués étaient des familles de Ouagadougou, donc plus proches du centre décisionnel, et donc l'émotion était beaucoup plus forte. Sans quoi, il y a eu des attaques dans des villages, il y a eu des exactions faites ci et là où il y a eu autant, voire plus de morts, et donc l'onde de choc n'a pas été ressentie aussi près que ça sur le cas de Boungou. Et c'est vrai que Boungou a donné la chair de poule à bon nombre de personnes. C'est comme si Boungou a foutu une claque à tout le monde et a exigé quelque part, en tout cas, une réponse en termes de militaire, en termes de sécurisation. Mais je crois aussi que ça a touché notre orgueil et notre sentiment propre, population également, qui fait qu'il y a comme une synergie de cœur et d'action, de solidarité à l'unanimité autour de l'action militaire de sécurisation de notre pays. Alors si on reste dans le contexte de l'après-Boungou, on a constaté aussi que dans la manière du gouvernement de communiquer, les choses ont changé, notamment en ce qui concerne les relations diplomatiques et les relations tout court avec la France. On a eu une succession de prises de parole. D'abord, il y a le chef d'état-major général des armées qui a envoyé une lettre à l'attaché militaire de l'ambassade de la France au Burkina, une lettre qui devait être confidentielle mais qui a fuité sur les réseaux sociaux, une lettre dans laquelle l'état-major pointe du doigt le survol de certaines bases militaires burkinabais par des drones et des avions français. Et puis, il y a eu encore cette prise de parole du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Figeac-Danguino, au terme du Conseil des ministres ce mercredi, où il a carrément accusé la France de freiner la manière du Burkina Faso de se défendre après le drapeau qui a été peint en rouge par la diplomatie française. Il y a une certaine frénésie, une certaine montée de fièvre quand même à ce niveau-là. Comment vous analysez cette situation-là? Non, mais moi je pense que c'est le résultat d'une méfiance
Une méfiance qui en dit long en fait sur les rapports entre la France et le Burkina, et la France et le Sahel, et la France et l'Afrique. Et derrière ça, il faut voir aussi quelque part, vous disiez que la communication s'est améliorée. Je trouve que c'est une cacophonie diplomatique parce que c'est pas sur les réseaux sociaux qu'on retrouve une lettre confidentielle. Donc ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et puis ça, c'est ce nous on a vu. Est-ce qu'il n'y a pas eu par le passé des injonctions fermes du chef d'état-major burkinabé vis-à-vis de certains partenaires militaires de défense, de sécurisation au Burkina Faso ou pas? C'est tout au moins le devoir de l'armée burkinabé de sonner l'alarme lorsque elle constate des dérives ci et là. Mais il faut rappeler que cette lettre en fait n'était pas adressée qu'à l'ambassade de France. Malheureusement, c'est celle adressée à l'ambassade de France qui a fuité. Deux choses. Soit cette lettre a été fuitée exprès, parce que tout simplement le gouvernement ou en tout cas des acteurs clés du régime actuel sont à la recherche de l'assentiment populaire, quand on sait que du point de vue populaire, il y a une montée de fièvre anti-français qui est ambiante. Et deuxième cas, soit c'est une inadvertance qui est apparue sur Internet comme ça et qui fait quand même le chou gras, une espèce d'émulsion collective autour de la lutte, au lieu que ce soit antiterroriste, c'est anti-impérialiste et donc anti-français. Je pense qu'on est dans l'émotionnel, même si c'est justifié quelque part par le passé quand même douloureux que nous avons avec cette France. Il faut remarquer également que cette histoire porte quand même sur ce que nous avons vécu de tragique avec la colonisation, avec l'esclavage, avec tout ça. Et donc, il ne faudra pas qu'on vienne nourrir encore ce sentiment-là. Parce que le premier orgueil que nous, Burkinabés, nous devons avoir, c'est contre nous-mêmes. Je dis souvent une chose. Entre le chien et l'âne, quel est l'animal le plus gros? C'est bien l'âne. Quand vous ouvrez la gueule du chien et la gueule de l'âne, vous voyez que c'est l'âne qui a les plus grosses dents. Mais de la manière que vous pouvez battre l'âne, vous réfléchirez à deux fois, vous prendrez plus de précautions en battant le chien. Parce que tout simplement, le chien peut vous mordre. Et donc, soit nous choisissons d'être des ânes ou nous choisissons d'être des chiens. Mais les premiers responsables de ce qui nous arrive, c'est nous-mêmes. Il ne faut pas aller chercher des responsabilités extérieures parce que tout dépend de notre comportement, de notre positionnement, de notre psychologie, de notre mentalité. Et si nous sommes dans cet état-là, c'est d'abord nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas sécuriser notre pays nous-mêmes? Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas les moyens de nous défendre seuls? Qu'est-ce qui fait que nous sommes obligés d'aller signer des accords? Parce que la France n'est pas venue tout seul militairement. Il y a des accords de défense signés entre l'État burkinabé et la France. Allez, on peut dire qu'il y a eu des pressions ci et là, mais je ne crois pas. Je pense qu'on fait les choses sciemment et consciemment. Et donc, aller chercher la France comme responsable de ce qui nous arrive, c'est un peu se dédouaner de ce que nous-mêmes nous avons comme comportement par rapport à ce qui peut nous arriver. Et c'est vrai, il ne faut pas dédouaner totalement la France. Elle a un comportement sur le continent africain qui fait tache d'huile et qui laisse quand même toujours la question de la suspicion ou de la théorie de complot qui existe toujours. Vous voyez, la France a un précaré qui est l'Afrique francophone. Malheureusement, elle est décriée même en dehors de son précaré. La Libye n'était pas une ancienne colonie française. Malheureusement, c'est la France qui a joué un mauvais rôle en fait sur ce pays-là et qui a déstabilisé la Libye. Et on a vu ce qui a suivi par la déstabilisation du Sahel. Le Rwanda n'était pas une ancienne colonie française, c'était la Belgique. Malheureusement, c'est la France qui a été pointée du doigt et dont l'image a été ternie par son implication dans la crise rwandaise. La question, il faut la poser autrement. Comment la France peut revoir son comportement et sa relation vis-à-vis de l'Afrique? Cette question, ce n'est pas moi qui me la pose, c'est même le Sénat français qui la pose. Il y a de cela quelques semaines, invité Aminata Traoré, elle s'était prononcée sur cette question-là. Il faut changer de paradigme. Et les relations entre l'Afrique et les pays africains et l'ancienne colonie doivent complètement prendre une nouvelle forme. Si avant, il suffisait à la France de convaincre nos dirigeants et de travailler de façon bilatérale en cadre haut de la pyramide, aujourd'hui, ce n'est plus suffisant. Parce que nos dirigeants eux-mêmes ne maîtrisent plus les masses populaires. Les masses populaires exigent aujourd'hui d'être au courant. Elles exigent aujourd'hui de participer. Elles demandent de la transparence, que ce soit de la France ou en tout cas de leurs gouvernants. Cette pression-là fait qu'en réalité, cette masse est non maîtrisable, y compris par n'importe quelle puissance. On ne sait pas comment on va réagir. Vous avez vu au Mali, la foule s'en est pris à des intérêts, ce qu'on appelle intérêts français. Ce sont des entreprises et des multinationales françaises qui existent sur les territoires. Et malheureusement, si ce sentiment anti-français gonfle sans qu'il y ait un recadrage
auprès des autorités, parce qu'il faut qu'eux aussi disent la vérité de façon transparente. Est-ce que la France vous force à faire des choses à notre insu? Est-ce que c'est la France qui est derrière ci et là? Il faut qu'eux prennent la parole pour dire aux populations ce qu'il y est réellement. Quels sont les contenus des accords de coopération qu'on ne sait jamais? On est en droit des accords de coopération complètement... Et on est en droit de savoir quels sont les contenus des accords de coopération. Au moins notre Assemblée nationale, y compris les députés de l'opposition, doivent avoir accès J'ai posé la question à l'opposition politique le mardi dernier. Ils ont complètement dit qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans les accords de coopération entre le Burkina Faso et la France. C'est une aberration. Et c'est ça qui vient nourrir en fait le sentiment anti-français et la théorie du complot. Parce que nous ne comprenons pas comment on peut nous cacher. Moi, quand je dis nous, je parle même de l'Assemblée nationale d'abord. Oui. Comment on peut cacher à l'Assemblée nationale burkinabé certains accords signés au nom des Burkinabés, pour les Burkinabés, avec une puissance étrangère. Il faut qu'il y ait une totale transparence aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une totale transparence aujourd'hui. Il ne suffit plus de convaincre un chef d'État africain et puis signer et mettre les décrets ou les contrats sous la manche. Ça ne suffit plus. Parce que dans l'opérationnalisation de ces contrats, vous allez avoir ce qu'on appelle la masse critique immuable. Cette masse, elle est critique, elle est percutante et elle a des actions incontrôlées et incontrôlables. Ça veut dire que quand ils vont aller brûler des stations Total à Sévaré, eh ben, même les forces de l'ordre censées sécuriser ne peuvent rien faire parce que ce sont des habitants en colère, mais nus, qui vont exprimer leur colère. Ça s'appelle une espèce d'insurrection contre une puissance étrangère ou contre les intérêts d'une puissance étrangère sur le territoire d'un pays quelconque. Alors, si on reste dans la sphère politique, quand on voit la prise de parole du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, c'est quand même des propos très graves. Qu'est-ce que cela dénote? Il y a eu plusieurs prises de parole. Il parle de sa prise de parole au thème du Conseil des ministres de ce mercredi, où, à la question d'un journaliste de savoir pourquoi le drapeau, la carte plutôt du Burkina a été peinte en rouge par les officiels français. Il a répondu en disant ceci: c'est tout de même curieux que ceux qui freinent notre réaction face aux terroristes soient ceux-là même qui peignent notre carte en rouge. Et j'ai trouvé que c'était quand même aller un peu fort. Non, mais c'est là que je dis qu'il faut faire attention à ne pas vouloir surfer sur le sentiment anti-français pour avoir l'assentiment du peuple. Vous voyez, parce qu'on a des piètres résultats, parce qu'on n'est pas capable d'eux. Et donc, on va, pour chercher l'assentiment de la masse populaire, indexer l'autre camp, etc. Sur la question de la carte burkinabé, la France est en droit de prévenir ses ressortissants qu'il y a une insécurité. C'est même pas un droit, elle a le devoir vis-à-vis de ses citoyens, de leur dire « attention, n'allez pas ci et là ». Et moi, je pense que nous, Burkinabés, que quelqu'un peigne la carte du Burkina en noir ou en rouge ou en violet, j'en ai que foutre. Parce que c'est superficiel et c'est dérisoire. L'essentiel, c'est ce que moi je pense de ce pays. Mais et l'amour que je porte à ce pays. Cette carte peinte en rouge a un impact sur le milieu des affaires, les investisseurs qui pourraient venir, le milieu du tourisme. C'est quand même un effet décourageant pour toutes ces personnes-là. Il faut avouer aussi qu'on est en insécurité au Burkina. Je suis désolé. Un Français blanc à Siri Dadougou est plus visible que n'importe quel Africain noir qui circule dans la zone. Est-ce que c'est pour cela qu'il faut peindre toute la carte du Burkina en rouge? C'est pour cela qu'ils sont en droit de faire ce qu'ils veulent. Et nous sommes en droit de peindre la carte de la France comme nous voulons. Donc c'est leur droit. Je ne vois même pas pourquoi, au lieu de nous concentrer sur l'essentiel, nous allons futilement nous intéresser à des actions d'une ambassade ou d'une diplomatie sur une carte. Et la carte, c'est pas que la carte du Burkina que la France peint souvent. Dans n'importe quel pays au monde où il y a une ambassade française, elle est en devoir et en droit de prévenir ses citoyens par rapport à certains risques. Donc elle le fait en toute âme et conscience et ça peut ne pas plaire, mais je pense que ce n'est pas l'essentiel. Alors, nous allons recevoir tout à l'heure Louis-Dominique Ouedraogo, qui est membre de l'association des anciens fonctionnaires de l'ONU au Burkina Faso. Il viendra nous parler de diplomatie, la diplomatie burkinabé ces derniers jours qui est en train de prendre une autre proportion. On a vu la lettre adressée par le ministre de la Défense à son homologue du Mali, parlant d'une incursion des militaires maliens sur le territoire burkinabé. La question que certains spécialistes se posent, c'est est-ce que ce rôle revenait au ministre de la Défense ou au ministre des Affaires étrangères? Moi, je pense que les deux sont en droit d'intervenir sur cette question. Les deux sont en droit d'intervenir sur cette question parce que tout simplement, c'est une violation du sol burkinabé et donc ça appelle un peu le ministre de la Défense qui est censé garantir la sécurisation et l'intégrité du sol burkinabé contre toute intrusion. Et c'est un pays
frère étranger qui a commis cet acte. Donc le ministre des Affaires étrangères burkinabé est interpellé pour agir en ce sens-là. Donc cette question n'a même pas lieu d'être. Si deux ministères, de façon concomitante, peuvent travailler ensemble en toute synergie et poser des actions, tant mieux. Voilà, il faut dire que depuis peut-être les années Thomas Sankara, si on revient sur les relations avec la France, ça fait plus de 3 décennies maintenant qu'on constate qu'il y a une certaine crispation entre la France et le Burkina Faso. Est-ce qu'il y a une certaine prise de conscience où il y a quelque chose est en train de... Est-ce qu'on sent que quelque chose est en train de changer? Non, il faut reconnaître également que le Burkina est une terre qui a été difficile à la colonisation. Avec la guerre de Bani, c'était énorme. Les Burkinabés ont beaucoup résisté. Et également, les Burkinabés, après l'indépendance, ont fait le choix de ne pas du tout garder l'armée française au Burkina Faso, contrairement à d'autres pays voisins qui ont gardé une base militaire française sur le territoire. Et donc, aujourd'hui, c'est de dire, cette espèce de sentiment guerrier habite toujours les Burkinabés. Si Maurice Yamoego, en 1961, a refusé de signer des accords de défense militaire permettant à l'armée française de rester au Burkina Faso, et que cela a perduré pendant des années, au nom de quoi le président Roch-Marc Christian Kaboré, même si la situation a beaucoup changé, pourrait de façon volatile ainsi signer ces accords-là. Vous savez, la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux où le chef de l'État aurait refusé de signer un certain nombre d'accords sur 50 ans, 75 ans. Pour le moment, c'est au stade des rumeurs, on n'a pas encore d'informations. Il est en train d'avoir une inflexion majeure entre la France et puis ses anciennes colonies en général et le Burkina Faso en particulier. Si ce n'est pas une information, je ne vois pas pourquoi je la commenterai. Parce que tout simplement, les réseaux sociaux, je m'en méfie. Ce sont des rumeurs, comme je le disais, on n'a pas d'informations. Alors, parlant des relations entre la France et le Burkina Faso, vous savez qu'il y a eu un pan d'histoire parlant de deux guerres mondiales, 14-18 et 39-45, où plusieurs Africains sont allés combattre aux côtés de la France. On les avait appelés, la France les avait appelés les tirailleurs. Et cette histoire a fait écrire un livre qu'on a nommé Héros méconnus, 1914-1918, 1939-1945, mémorial des combattants d'Afrique noire et de Madagascar. Et nous allons parler de ce livre, vous restez avec nous, Lionel Bulgo, tout à fait. Nous allons parler de ce livre avec lui, Dominique Ouedraogo. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Vous êtes membre de l'association des anciens fonctionnaires de l'ONU au Burkina Faso. Vous êtes là pour nous présenter ce livre. Avec Lionel Bulgo, on parlait tout à l'heure des relations entre la France et le Burkina. Ce pan de l'histoire entre la France et ses anciennes colonies, la France et le Burkina en particulier, c'est-à-dire l'apport des anciens combattants, il n'a pas été reconnu à sa juste valeur? Je pense qu'il n'a effectivement pas été reconnu à sa juste valeur. J'en veux pour preuve le discours que le président Emmanuel Macron a prononcé le 15 août dernier, lors de la commémoration du 75e anniversaire du débarquement en Provence. Et il a dit notamment, parlant des tirailleurs sénégalais, ils ont fait l'honneur et la grandeur de la France, mais qui se souvient aujourd'hui de leur nom, de leur visage? Et je crois que c'est déjà une réponse que veut apporter ce livre. Et si vous vous intéressez à la littérature et à la poésie, je suis tenté de dire que ce que le président français a dit rejoint quelque chose que Senghor a écrit déjà en 1938, à l'issue de la Première Guerre mondiale, qui est couverte par ce livre, et qui reste valable pour la Deuxième Guerre mondiale. Senghor avait dit, dans un de ses poèmes, « On fleurit les tombes, on réchauffe le soldat inconnu, vous, mes frères obscurs, personne ne vous nomme. » Et je pense que aussi bien le discours du président Macron que ce que disait Jean Senghor nous interpelle, nous. Quand le président français dit « Qui se souvient aujourd'hui de leur nom ?» Moi, je peux vous poser la question, est-ce que vous savez combien de nos parents sont morts en 14-18 ? Combien? Je vous le donne comme ça.
Combien? Oui, combien? Eh bien, moi, j'ai suivi votre intervention sur notre... oui, vous allez voilà, tricher. donc, voilà, si Oui, je dis c'est que je triche, allez-y. c'est important de le dire parce que il y a un site qui s'appelle Mémoire des hommes qui a été mis en ligne par le ministère français des Armées et qui a numérisé les fiches militaires de millions de combattants des différents conflits auxquels la France a participé. En remontant à 1870, donc 14-18, 39-45, Indochine, Algérie et ce qu'on appelle aujourd'hui les OPEX, les opérations extérieures. Si vous allez sur ce site et que vous mettez pays de naissance Burkina Faso, ex-Haute-Volta, il va vous recracher des noms de milliers de nos parents morts pour la France. Et 14-18, qui a été une guerre terrible, il y a sur ce site 2340 de nos parents qui sont indiqués comme 2340 Burkinabés qui sont indiqués comme étant morts pour la France. Alors il faut savoir que le statut de mort pour la France, c'est un statut particulier parce que ça veut dire que c'est en général au combat ou mort de maladies liées à la guerre. Donc 2340. Ça veut dire aussi que vous et moi, nous avons certainement des parents qui sont sur ce site, mais nous ne savons même pas qu'ils y sont. Alors, quand on voit le nombre élevé de morts des Burkinabés qui sont allés combattre aux côtés de la France, et quand on voit qu'en 1959, il y a une loi qui a créé une certaine inégalité dans le traitement salarial de ces combattants et de leurs ayants droit, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, parlant toujours des relations franco-burkinabées, que la France s'est engagée dans une forme d'ingratitude envers ces anciens combattants? Alors, le colonel Rive, qui est le co-auteur de ce livre, que j'ai eu l'honneur et le plaisir de connaître depuis 2002, qui a commandé une unité de tirailleurs sénégalais, s'est énormément battu pour qu'on lève cette mesure de ce qu'on appelait la cristallisation des pensions. Ce qui s'est passé au lendemain de nos indépendances, le gouvernement français a décidé de geler le niveau des pensions des tirailleurs sénégalais, des combattants africains, à leur niveau donc du début des indépendances. Et ce problème a fait l'objet de prises de position de leurs frères d'armes français qui ont estimé qu'il y avait une injustice à l'égard de leurs frères d'armes africains. Et le problème a perduré pratiquement jusqu'au début des années 2000, où ça a été partiellement dégelé. Et puis finalement, c'est sous le président Sarkozy que la mesure finale de décristallisation a été prise. Donc on peut dire oui, il y a eu une ingratitude. Et je crois que les Français eux-mêmes le reconnaissent. La mesure n'a pu être levée que parce que des deux côtés, il y a eu des Africains et des Français qui se sont battus pour que cette mesure soit levée. Alors, Lionel Bilgo, c'est tout de même curieux. Est-ce qu'on peut parler d'ingratitude ou peut-être même de mépris dans ces relations franco-anciennes colonies où on a l'impression qu'à chaque fois, les Africains attendent plus de la France et qu'au bout du compte, on n'a que des petites assistances, du mépris, parce que ne pas reconnaître quand même que ces gens-là sont morts pour la France et ne pas les traiter de la même manière que les camarades français, c'est fort et c'est gros quand même. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de mépris et de maladresse en fait de la France dans tout le long de son histoire, hein, y compris bien avant la Première Guerre mondiale 14-18. Mais ces deux guerres-là ont été tragiques pour les tirailleurs, ce qu'on a nommé les tirailleurs sénégalais, qui étaient généralement les tirailleurs venus de toutes parts de l'Afrique, du fait des traitements. Mais la violence aussi résiste dans le fait qu'en Afrique, malheureusement, on n'a pas assez à signer ce qui s'est passé réellement dans ces deux guerres-là. Si la France a eu du mépris, on peut dire, bon voilà, c'est la France. Mais nous, Africains, de notre côté, nous les avons doublement oubliés, doublement mis aux oubliettes. Je vous laisse poursuivre, parce que quand vous voyez les auteurs de ces livres, ce sont des Français, Maurice Rive et Robert Dietrich, ce sont des Français. Oui. Pourquoi? Mais il y a des Africains qui ont écrit. Sur cette histoire, il y a beaucoup d'Africains qui ont écrit. Moi, j'ai croisé beaucoup d'écrits sur le camp de Tiaroy, par exemple. Tout à fait. Cette tragédie du camp de Tiaroy est inouïe, mais c'est révoltant. Pour des soldats qui ont un matin réclamé leur pension ou leur dû. Parce que de retour de la guerre,
ils attendaient et leur redéploiement dans leur pays d'origine était en train de s'organiser quand ils n'avaient pas encore eu leur prime de guerre. Et un matin, ils ont décidé de revendiquer. Qu'est-ce que l'armée française a fait? À bout portant, ils ont massacré tous ceux qui se sont révoltés sur le camp de Thiaroye. Et vous savez, je dis une chose. Moi, au primaire, j'ai appris la guerre, les deux guerres, au primaire, CM2, et jusqu'à finir mon cursus. Malheureusement, on ne m'a pas donné la réalité de ces deux guerres. C'est comme si on faisait une dictée de la grandeur encore de la France. Et on a presque mis des chaînes dans ma tête. Ce n'est qu'à l'âge adulte que je découvre qu'à la libération de la France, De Gaulle décide que les Noirs ne vont pas défiler dans Paris. On va les parquer à Montreuil. Parce qu'on ne veut pas donner l'impression d'une France qui est libérée par des Noirs. Ce n'est qu'à l'âge adulte que je découvre que le camp de Thiaroye a été une inabominable, mais c'est une tragédie. Et malheureusement, notre contenu éducatif continue à être vide de nous-mêmes. Et je dis une chose, enseigner ça à un enfant burkinabé, ce n'est pas le révolter contre la France. C'est lui dire, par le passé, il y a eu des choses. Toi, tu ne devrais plus accepter cela. Parce que l'histoire, c'est quoi? Ça nous donne une posture, une élégance. Moi, je n'ai pas honte de l'esclavage ni de la colonisation. J'ai appris les résistances dans l'esclavage. J'ai appris aussi ce qui s'est passé pendant la colonisation. L'esprit malin des Africains. Comment ils arrivaient à jouer avec le colon pour préserver quand même leur identité culturelle et traditionnelle. Malheureusement, dans nos contenus éducatifs, c'est vide. C'est ce qui fait que l'Afrique continue à être enchaînée. Ce livre est extraordinaire. Je l'ai acquis bien avant que, quand je l'ai vu ce soir sur ce plateau, je dis voilà, moi je l'ai acquis, j'ai commencé à le feuilleter. Mais c'est grave quand vous découvrez le visage. Ce n'est plus des matricules, ce sont des noms et des visages. Tout à fait. Et si vous le feuilletez, vous pouvez croiser vos ancêtres, vos arrière-grands-parents. Pourquoi on a oublié ces gens? Quel mémorial y a-t-il au Burkina, par exemple, pour les anciens combattants? Il n'y en a pas. Est-ce que... Alors, oui, je crois que vous avez raison. D'abord, pour dire qu'il y a des Africains qui ont écrit. Moi, je mentionnerai quelqu'un que vous avez bien connu. Le docteur Issoufou Joseph Konombo a écrit un livre, Souvenirs de guerre d'un tirailleur sénégalais. C'est un très beau livre dans lequel il explique sa participation au débarquement en Provence. Mais quand vous lisez ça et que vous découvrez qu'il parle d'un adjudant-chef, Mouyen Diallo, de Zignaré, qui s'est retrouvé dans ces combats. Son lieutenant ayant été tué, c'est lui qui a pris la mitrailleuse et qui a foncé vers l'ennemi et qui s'est fait massacrer. Combien de gens savent qui est Mouyen Diallo? C'est un de nos parents. Et vous avez raison, nos livres d'histoire ont péché par le fait qu'on a en partie occulté notre participation à ces deux guerres mondiales. À qui faut-il s'en prendre? Bon, évidemment, là aussi, c'est facile de dire, oui, il faut s'en prendre en France. Moi, je rappellerai que le président Ouad, qui a contribué, entre autres, à faire du 23 août la journée du tirailleur sénégalais, a estimé que l'histoire de la participation africaine aux deux guerres mondiales doit être enseignée non seulement chez nous, mais doit être enseignée en France. Et je dis aussi que quand le président Macron, dans le même discours du 15 août 2019, interpelle les maires de France en disant « Je vous invite à donner des noms de rues, de places à ces soldats venus d'ailleurs pour nous défendre. » Moi, je dis que c'est très bien. Mais j'avoue que ça me gênerait un peu de voir une rue au nom d'un Ouedraogo Tiraogo en France, alors qu'on ne sait même pas dans son village qu'il a existé. À qui la faute? Il y a un véritable travail. Alors, je dis aussi que enseigner voilà, les nous avions une futures. excuse. Nous avions une excuse qui était qu'on n'avait pas accès aux sources d'information. Les fichiers militaires, ce n'est pas nous qui les détenions. Mais je dis qu'aujourd'hui, avec cette base de données mémoire des hommes, nous n'avons plus d'excuses pour dire qu'on n'est pas en mesure d'aller savoir d'où vient Tiraogo, Kaboré, Sankara, etc. Alors,
pour recoller à l'actualité, l'histoire aussi, elle est passée aussi, elle est aussi actuelle, pour recoller à l'actualité, est-ce que cette succession d'ingratitude, de mépris de la France envers ses anciennes colonies n'est pas en train de créer un ressentiment qui est peut-être en train de monter, peut-être doucement, mais sûrement, et qui fait qu'aujourd'hui, dans les relations diplomatiques entre la France et ses anciennes colonies, vous avez parlé du Mali il n'y a pas longtemps avec des marches de la jeunesse, au Burkina Faso, Monsieur Ouedraogo, vous avez vu les dernières sorties des militaires, mais aussi de certains ministres qui ont parlé directement de la France en faisant passer un message d'une sorte de complicité qui ne dit pas son nom entre les organisations terroristes et les Français. Il y a un langage diplomatique qui est en train de devenir de plus en plus virulent. Comment vous analysez la situation? Vous qui avez été diplomate, vous avez été ambassadeur du Burkina Faso au Canada. Oui, moi je dois dire que sur ce point-là, il y a beaucoup à prendre et beaucoup à laisser. Nous sommes dans un environnement où les réseaux sociaux sont devenus la voie de communication privilégiée, y compris, je dois le dire à mon grand regret, par des chefs d'État. Le président Donald Trump tweet à tort et à travers. Nous qui sommes de formation diplomatique plus classique, ce n'est pas ce genre de communication-là que nous privilégierions dans les relations entre États. Il y a des choses que l'on peut se dire de gouvernement à gouvernement. Il y a des voies de communication que l'on peut privilégier. Mais lorsque la diplomatie se fait dans la rue, il faut s'attendre à ce que la rue, effectivement, réagisse en fonction de sa compréhension de la situation. Et ce que l'on peut reprocher de part et d'autre à des partenaires, parce que moi je pense que dans cette situation nous intervenons en partenaire, mais il faut que ce soit des partenaires qui s'acceptent comme tels. Moi je trouve que ce serait regrettable dans la situation actuelle de notre sous-région si nos forces de défense devaient apparaître aujourd'hui comme des supplétifs de l'armée française. Il y a des opérations conjointes qui sont les bienvenues, qui sont à mon avis inévitables. Si vous lisez ce livre, vous comprendrez aussi que quelque part, 14-18, 39-45, la France n'était pas seule. Il y avait bien sûr la participation africaine, mais il y avait les Américains, il y avait les Australiens, il y avait les Canadiens, il y avait la Nouvelle-Zélande. Et quand vous êtes dans ce genre de conflit qui prend de l'ampleur, prétendre qu'on peut se suffire à soi-même, tout seul, bomber le torse et aller au front, je pense que c'est peut-être une façon de se bercer d'illusions. Moi, c'est ce que j'aimerais dire sur ce point. Voilà, Lionel Bugo, il sait que vous voulez réagir, le temps est parti, on va avoir le temps de revenir ici cette affaire. On va poursuivre cette info en revenant sur ce qui a fait le temps fort de l'actualité de la semaine. Eh bien, ce mardi s'est tenue l'hebdomadaire conférence de presse de l'opposition politique, un exercice qui a été dominé par les questions sécuritaires et électorales. L'idée commence à se répandre. Devrait-on reporter l'élection présidentielle de 2020 pour raison d'insécurité? Ce mardi, la réponse de l'opposition politique s'est voulue très nette. L'opposition politique redit ici qu'elle rejette cette idée dangereuse et qu'elle ne permettra au pouvoir de M. Kaboré d'avoir un lenda. Pas question donc d'accorder une quelconque prolongation au mandat de Roch-Marc Christian Kaboré. Reporter l'élection de 2020 sonnerait comme une victoire pour les terroristes, ajoutera le président du CDP. Dans sa conférence de presse ce 19 novembre, le CEFOP s'est attaqué également à un sujet ultra sensible, le budget de l'armée. Et là encore, il s'est montré très cash. Pour gagner la guerre, nous devons lever le tabou sur la corruption dans le secteur de la défense. L'opposition politique redit ici que pour être crédible, le gouvernement devrait faire preuve de plus de transparence dans la gestion des fonds de l'armée. Nous demandons solennellement au gouvernement la levée du secret défense sur le contrôle du budget de l'armée.
Face aux journalistes, l'opposition politique est aussi revenue sur les propos tenus par Simon Compaoré sur une chaîne de télévision. Propos dans lesquels le président par intérim du MPP s'est targué de savoir qui sont les auteurs des attaques terroristes et où ces derniers résident. Sur la question, le CEFOP fait appel à la justice. Plaise donc au procureur du Faso, près du tribunal de grande instance de Ouagadougou, que le citoyen Simon Compaoré soit entendu par la justice burkinabé pour détention de preuves en situation de guerre. Et puisque le MPP est au pouvoir et que ses plus hautes autorités connaissent où sont les terroristes, mais les laissent massacrer les Burkinabés, nous sommes tentés de nous demander si ce parti n'est pas complice des ennemis de la nation. Sur le sujet qui défraie la chronique en ce moment dans la sous-région sahélienne, notamment les suspicions d'accointance des forces françaises avec les terroristes et le survol des bases militaires burkinabées par des drones, le CEFOP, tout en montrant sa curiosité et son inquiétude, précisera tout de même qu'il n'a aucune preuve d'une quelconque connivence entre la France et les organisations terroristes qui attaquent le Burkina Faso. Vous venez d'entendre le CEFOP qui demande que le président par intérim du MPP soit entendu par la justice sur ses propos concernant les auteurs des attaques terroristes. Réponse de la majorité présidentielle, la PMP en a rajouté une couche au cours de sa conférence de presse cette semaine. Les premiers responsables du parti au pouvoir semblent bien renseignés sur les auteurs et les commandités des actes terroristes qui frappent le pays depuis environ 4 ans. Après Simon Compaoré, président par intérim du MPP, qui dit connaître l'identité des auteurs des attaques, c'est Clément Sawadro et notre cacique du pouvoir qui y va de ces révélations. Le deuxième vice-président du MPP accuse Djibril Bassoulé d'être de connivence avec les terroristes. Le Tchad, la Mauritanie, le Nigeria, le Cameroun, pratiquement tous nos pays sont en but à la question du terrorisme. Nous partageons cette guerre-là. Mais en plus, il y a une autre guerre qui est celle de la déstabilisation, comme nous l'avons toujours dit, qui est réelle et que personne ne peut nier. Bon, souvent, quand nous en parlons, on nous dit d'amener des preuves. Enfin, celui qui demande les preuves là, il n'a qu'à aller demander à Djibril Bassoulé, parce que lui, il a certainement la liste des terroristes qui devaient contacter pour organiser les choses. Ça, au moins, c'est de notoriété publique. Dans plusieurs régions du Burkina Faso, la psychose règne encore. Mais la fin du calvaire n'est plus loin selon l'alliance des partis membres de la majorité présidentielle APMP. La peur est en train de changer de camp. Nos vaillantes forces de défense et de sécurité commencent à prendre le dessus sur les forces du mal par des victoires constantes qu'elles engrangent chaque jour. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt et il est évident que la lutte sera longue et acharnée. C'est pourquoi nos forces de défense et de sécurité ont besoin de toutes les synergies de tous les Burkinabés qui devront faire corps avec elles par un appui et un soutien inconditionnel afin que par nos efforts consolidés, l'hydre terroriste soit bouté hors de notre pays. En ce qui concerne l'appel du président du Faso au volontariat pour appuyer les FDS dans les zones de conflit, la PMP réitère son invite aux populations, notamment les jeunes, à s'enrôler massivement. La PMP exhorte par ailleurs le gouvernement à faire diligence dans l'opérationnalisation de cet appel pour ne pas laisser estomper la mobilisation et l'engouement qu'il a suscité au sein de nos populations. C'est pourquoi la PMP déplore la myopie et les confusions péremptoires d'une certaine opposition et de certains de nos contempteurs qui, au motif de ne pas exercer le pouvoir d'État, estiment qu'il n'est ni de leur devoir, ni de leur rôle d'apporter des propositions concrètes et idoines à la question sécuritaire. L'alliance des partis proches du pouvoir en place salue et félicite tous ceux qui font preuve de patriotisme et d'ingéniosité dans la recherche de solutions idoines pour la sécurité et la paix au Burkina Faso. Et on parle encore de politique, notamment d'élections et la représentation des femmes en politique. Il faut dire qu'elles restent vigilantes. Le cadre de concertation des organisations intervenant sur le genre et la participation politique des femmes a fait une sortie plutôt musclée hier sur la loi à venir qui parle du quota des candidats et des candidates pour les élections générales de 2020.
Alors que le Conseil des ministres l'a déjà adopté le 11 octobre dernier, le cadre de concertation des organisations intervenant sur le genre et la participation politique des femmes exige que le projet de loi portant fixation de quotas et modalités de positionnement des candidates ou candidats aux élections législatives ne passe pas en l'état à l'hémicycle. Son chapitre 4 et précisément son article 10 révélerait un manque de volonté manifeste à garantir à la femme son droit. L'article 10 du projet de loi dispose en effet que tout parti politique, regroupement de partis politiques ou regroupement d'indépendants qui respectent les dispositions de la présente loi bénéficie d'un surplus de financement public au titre de la campagne électorale. Une disposition incitative mais pas contraignante, alors que pour le cadre, ce n'est plus un droit à négocier. Le contenu du projet de loi en son article 10 risque de porter atteinte à la force obligatoire des lois, dans la mesure où le non-respect n'a aucune sanction, mais pour son respect, cet article prévoit une récompense. Nous, femmes du Burkina Faso, dénonçons le manque de volonté, l'hypocrisie, la malhonnêteté de certains hommes politiques, l'absence de volonté politique de l'exécutif tout entier à respecter ses propres engagements. La pression est plus que jamais mise sur l'Assemblée nationale qui est invitée à s'assumer. Pour nous, l'Assemblée nationale n'est pas une caisse à résonance. Et d'ailleurs, personne n'a envoyé la représentation nationale d'organiser un forum sur l'autonomisation et la responsabilisation des femmes. Il faut que le président de l'Assemblée nationale prenne ses responsabilités avec les élus nationaux afin qu'il y ait des alternatives salvatrices. La seconde des choses, c'est que le chef de l'État lui-même doit s'assumer davantage en tant que chef de l'État. C'est lui-même qui nous l'a prouvé en reversant cette question dans le dialogue politique. La femme digère difficilement les promesses non tenues, disait l'autre, mais elle a aussi pour vertu d'être meilleure conseillère. Ce que nous proposons, si vous êtes un parti politique et que vous présentez 46 listes pour les élections législatives, c'est-à-dire une liste par province et la liste nationale, si une seule liste ne respecte pas le quota, la liste n'est pas financée. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons proposé que tout parti politique, tout regroupement de partis politiques ou regroupement d'indépendants, dont l'ensemble des listes de candidatures présentées sur l'ensemble des circonscriptions électorales ne comportent pas en tête de liste titulaire au moins 30% de l'un et l'autre sexe paient le tiers du financement global au titre de la campagne électorale. Et donc, les articles 10 et 11 sont cumulatifs. Le projet de loi en question sera examiné le 5 décembre prochain en plénière à l'Assemblée nationale. Bala Sakandé et le Parlement vont-ils résister à cette pression à visage féminin? Voilà, vous venez de l'entendre dans ce reportage. Elle est sur ce plateau avec nous, Madame Yabré Martine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole du cadre de concertation des organisations intervenant sur le genre et la participation politique des femmes. On vient de le voir, c'est une double pression que vous mettez et sur l'exécutif et sur l'Assemblée nationale concernant cette loi. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous révolte autant? Rapidement. Qu'est-ce qui nous révolte autant? D'abord, il faut dire que la question est assez importante. Il s'agit de la loi sur le quota, qui est une loi neutre d'ailleurs, qui a été votée en 2016 et dont l'objectif était quand même de contribuer à instaurer une forme d'égalité entre les deux sexes en matière de participation électorale. C'est une disposition spécifique, une disposition temporaire, qui n'est pas anticonstitutionnelle, comme le disent certaines personnes. Malheureusement, après une décennie, parce que ça a été voté le 16 avril 2009, après une décennie d'application, expérimentée en 3 élections, et 2012, 2015 et 2016, et la loi se révèle avoir beaucoup d'insuffisances. Et donc, les insuffisances relevées, évidemment, dans la mesure où cette loi ne mentionnait rien de spécifique sur les types de positionnement, les femmes ont eu... C'est vrai que ce n'est pas une loi taillée sur mesure pour femmes, mais comme c'est la femme qui est dans une situation difficile en matière de participation électorale, évidemment, je mettrai beaucoup plus l'accent sur sa situation. Et ce qui fait que la mauvaise application de cette loi,
qui n'avait pas une sanction dissuasive et a amené non seulement une interprétation tout azimut de la dite loi par l'administration du territoire dans un premier temps, le MATD, et la CENI en matière d'application, ça c'est pour 2012, recorrigé après. Mais après, les partis politiques n'ont fait que du remplissage de listes en réalité. Et si vous prenez par exemple les différents résultats qui sont sortis des urnes, avant la loi, on avait peut-être un effectif plus élevé de femmes, quand on prend l'Assemblée nationale par exemple, qu'après la loi. Hein? Vous comprenez un peu? Oui. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'en 2012, on avait 24 femmes députées. Ensuite, après la transition, nous avons eu moins de 24 femmes. On a eu 12 femmes sorties des urnes avec le jeu de remplacement par les nominations des différents titulaires et autres, tout ça des postes. On s'est retrouvé aujourd'hui avec 18 femmes députées à l'Assemblée nationale. Mais qu'à cela ne tienne, l'existence de la loi, malgré ses insuffisances, a constitué un acquis dans la mesure où l'effectif des femmes candidates a augmenté au niveau des différents types d'élections. Parce que d'une élection à l'autre, il y a eu près de 200% d'augmentation. Et quand on prend les élections législatives de 2007, avant la loi, on avait 556 femmes candidates. Alors, si le nombre de candidats femmes a augmenté, le problème se trouve à quel niveau? Au niveau du type de positionnement. Ce que le nouveau projet de loi règle. Mais malheureusement, le chapitre 4, qui traite de la sanction, et qui est affligé à tout parti, tout regroupement de partis et tout regroupement d'indépendants, qui viendrait à proposer une liste de candidatures. Et c'est là que cela pose problème. Ça ne sert à rien d'avoir de belles dispositions dans un texte et puis il n'y a pas une obligation de respecter cela. Pour vous, il faut un texte contraignant. Tout à fait. Tout à fait. Il faut un texte contraignant. Et cette loi, toute loi doit quand même avoir une certaine force d'obligation. Ça, c'est un minimum. Sinon, ce n'est plus une loi. C'est juste un souhait. C'est ce que ça veut dire. Et c'est le contexte que nous vivons aujourd'hui. Et donc, de ce fait, nous estimons que ce projet de loi, en l'état, ne doit pas être voté. Alors, qui est-ce que vous interpellez? Nous interpellons le chef de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale et les élus de la 7e législature, évidemment. Mais nous ne perdons pas de vue qu'ailleurs, dans les pays où la question de la participation, la responsabilisation des hommes et des femmes ont été un succès. Là où cette question a été un succès, ça a été déclenché par la volonté affichée du chef de l'État. Donc le président du Faso est aussi interpellé. Vous interpellez directement le président du Faso? Tout à fait. C'est le premier responsable du pays. Et c'est là que vous avez parlé de promesses. Évidemment, cette promesse, ce n'est pas moi qui le dis. Vous l'avez tous vécu en live ici le 8 mars 2018. Et le 8 mars 2018, le chef de l'État lui-même a promis qu'au prochain remaniement, il y aurait 30% de présence féminine au sein du gouvernement. Ce n'est pas moi qui l'invente. Est-ce que cela a été respecté? Dans son document, dans sa stratégie de campagne, dans ses textes et autres, tout ça, dans son programme, il a écrit noir sur blanc, il a fait écrire noir sur blanc que dès la première année de son mandat, il va s'atteler à faire appliquer tous les textes de loi en faveur des femmes. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas forcément le cas, même s'il y a des efforts qui sont déployés en matière politique, on peut quand même noter de graves insuffisances. Il reste encore quelques mois avant l'élection présidentielle 2020, peut-être que d'ici à la prochaine élection... Mais n'oubliez pas qu'on n'a pas le temps, on ne peut pas jouer le temps face aux questions de droits humains, de justice sociale. Ces questions n'attendent pas. Il faut aller vite. 6 mois avant les élections, aucun texte électoral ne peut être modifié. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. C'est la période la plus indiquée. Soit maintenant, en tout cas 6 mois avant, on ne peut plus toucher à ces textes électoraux. Rapidement, je vais prendre la réaction des 2 hommes qui sont autour de cette table. Bon, plus moi, ça fait 3 sur cette question. Lionel Bilgo d'abord. Rapidement, moi je suis un peu dubitatif sur les questions de quotas. Parce que quand on parle de quotas, ça veut dire qu'il y a une injustice quelque part qu'on essaie de réparer par la fixation d'un quota. Et ensuite, deuxièmement, je pense que
le Burkina Faso regorge de femmes extraordinaires et que les femmes, quand elles portent une responsabilité, on sent des changements. Malheureusement, il faut se poser la question à savoir pourquoi on n'en arrive pas à en avoir. Je prends juste un exemple sur les débats de plateau. Moi, je rencontre souvent des femmes en dehors des plateaux qui sont extraordinaires, qui ont des idées à faire valoir. Mais quand on les invite, elles disent « mon mari ne veut pas, il ne veut plus, mon mari m'interdit d'eux ». Donc, si c'est des femmes qui ont de talent, qui sont extraordinaires, qui sont riches, pétries de compétences, j'en connais pléthore. Et s'il fallait voter femmes, les femmes gagneraient. Si on tient des pourcentages de femmes et d'hommes au Burkina, elles gagneraient automatiquement. Et donc, c'est une invitation que je fais à reconnaître la valeur de ces femmes. Et je demande surtout aux maris, laissez vos femmes à participer à la vie sociale, politique du Burkina. Louis-Dominique Ouedraogo. Écoutez, naturellement, en tant qu'ancien fonctionnaire des Nations Unies, je ne peux que souscrire à la promotion du genre à tous les niveaux, y compris en politique. Je crois que le problème qui est posé par Mme Yabré n'est pas un problème singulier au Burkina. Moi, je constate qu'effectivement, même en France, quand on a fixé des règles ou des quotas, les politiques ont toujours trouvé le moyen... Les hommes oui, je dirais les partis politiques, parce qu'il y a des partis politiques où il y a des femmes qui sont actives. Oui. D'échapper à la sanction, parce que la sanction est timide. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que c'est bien de fixer des quotas. Mais ce que Mme Yabré dit et qui est une réalité, si c'est simplement pour satisfaire à la loi et qu'on vous met en position non gagnante, bah, on a satisfait numériquement et statistiquement à la loi, mais on vous met dans une position sur la liste qui est telle que vous n'avez aucune chance de passer. Et je crois que c'est l'autre partie du problème. Bon, ceci étant, c'est vrai que quelquefois, quand on parle de quotas, on donne un peu l'impression qu'il n'y a pas d'autre moyen de solutionner le problème. Je pense que les femmes seront de plus en plus écoutées si elles sont de plus en plus actives au sein des partis politiques. Et là, lui, il pose effectivement un problème qui est une réalité. Nos sociétés sont telles que je pense que malheureusement ou heureusement, c'est une question de point de vue, les chefs de famille, qui sont assez souvent des hommes, imposent des restrictions à ce que leurs femmes peuvent avoir comme besoin de liberté pour s'exprimer sur la scène politique. Être en politique, c'est très prenant. On est amené à se déplacer. Et puis bon, vous vous rappelez, quand Ségolène Royal était candidate au titre du Parti Socialiste en France, il y a des députés hommes qui ont dit oui, mais qui va garder les enfants? Voilà. Merci. Donc c'est ça le problème. Merci, monsieur Louis-Dominique Ouedraogo. Je précise que vous êtes... Oui, madame, vous voulez conclure peut-être rapidement? 30 secondes. Mais vous ne m'emmenez pas sur ce plateau pour me museler. Oui, 30 secondes. Non, c'est juste 30 dire, secondes, oui. c'est juste dire que je ne souhaiterais pas qu'on détourne le débat. Il y a des pesanteurs, non? Oui. Il y a des pesanteurs, mais nous insistons du fait que le Burkina Faso a souscrit et a ratifié sans réserve une convention qu'on appelle la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Depuis le 28 novembre 1984. 35 ans après, rien n'est fait. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que l'opinion soit informée de cela et qu'il y ait une prise de conscience générale afin qu'on restitue chacun dans son droit. C'est très important. C'est compris, Madame Yabré. Voilà, je pense que les téléspectateurs ont bien compris. De toutes les manières, on va revenir sur ce sujet-là. Vous avez bien compris. Oui, madame, très bien. Surtout avec le temps que vous avez employé. Voilà. Merci bien, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et de recevoir sur ce plateau Lionel Bilgo, directeur Afrique de Téménéis Média, monsieur Louis Ouedraogo, membre de l'association des anciens fonctionnaires de l'ONU au Burkina Faso, qui est venu nous présenter ce livre « Héros méconnus 1914, 1918, 1939, 1945 ». Et puis, Madame Yabré, très énergique, Madame Yabré Martine, qui est porte-parole du cadre de concertation des organisations intervenant sur le genre et la participation politique des femmes. Merci de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h30 pour le journal. Merci de votre fidélité.